2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi aujourd'hui, ravi de vous retrouver jusque 18h sur votre radio, l'émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble tous les jours. Ravi de vous retrouver, bien sûr, sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébélus qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et une émission qui va évidemment démarrer avec le sommaire pour ce mercredi 4 octobre. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de cette émission, Yacine, 24 ans, a été retrouvé mort dans une cave d'Aulnay-sous-Bois. Sa famille réclame aujourd'hui la vérité sur les circonstances de son décès. Retour sur cette affaire où il n'y a pas eu visiblement de véritable enquête. Nous serons sur place à l'occasion de ce rassemblement devant le tribunal de Bobigny avec Hanan Zawani du Grand Forum. Un colloque sur le thème de l'islamophobie devait se tenir dans une université lyonnaise. Sous la pression de la LICRA, cette dernière a annulé l'événement. Quels sont les moyens de pression pour que cesse ce genre de censure? Nous nous poserons la question. Les coulisses du pouvoir, et comme chaque mercredi, notre infiltré Nizar X nous donnera les dernières nouvelles de l'Assemblée nationale et des ministères. Le quiz du Grand Forum avec à gagner vos places pour le concert du 4 novembre au Blanc-Ménil, l'Orchestre National de Barbès. Un concert Ville des Musiques du Monde, 20e anniversaire. Libertad, pour terminer, liberté d'expression, au 01 40 33 9000. Vous avez la parole, alors prenez-la. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio Le Grand Forum jusqu'à 18h avec Jean-Marc Zébélus. Et comme promis, nous nous rendons tout de suite du côté de Bobigny, au tribunal de Bobigny, où se situe donc ce rassemblement de la famille et des amis et du soutien de Yacine. Nous sommes en direct avec Bilal, son frère. Bonsoir Bilal. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Nous avons donc relayé cette affaire pas plus tard que lundi avec la présence dans nos studios de deux de ses meilleurs amis, à Yacine. Oui. Bilal, on est aujourd'hui donc le 4 octobre, ce tragique jour du 14 septembre, ça commence à faire beaucoup, ça monte. Où on en est concrètement aujourd'hui, Bilal, concernant donc la demande de contre-expertise que vous avez demandée? Là concrètement, on attend toujours le rapport d'expertise et les éléments d'enquête pour comprendre comment le médecin légiste est arrivé à ses conclusions, en sachant qu'il a autant de traces sur le corps qu'il a été retrouvé. Juste si tu permets, on va juste rappeler un petit peu les faits, parce que pour ceux qui découvrent évidemment cette affaire, pour resituer un petit peu les choses, Yacine donc est votre frère, âgé de 24 ans, qui était visiblement un garçon plutôt tranquille, qui allait se marier, qui était en train de passer ses diplômes pour devenir chauffeur poids lourd, et qui était donc à une soirée avec des amis en train de jouer au poker, puisque le lendemain matin très tôt il devait accompagner un ami à l'aéroport. Votre maman, ils attendaient, ils étaient tous ensemble, ils jouaient au poker en ligne, ils rigolaient, toute la soirée s'est passée très bien. ouais, jusqu'au moment où, aux alentours de 4h30 du matin, votre maman a appelé votre frère pour qu'il vienne chercher les clés de la maison, puisque cette dernière partait travailler. Et donc c'est là que commence, j'allais dire, le drame. Donc Yacine, votre frère, quitte l'appartement pour aller effectivement à l'appartement de sa maman, donc de votre appartement, et il n'est jamais rentré. Et il a été retrouvé il était sur le parking avec ses amis, donc il a quitté ses amis, ma mère l'a appelé. Elle lui a dit je suis sur le chemin, j'arrive tout de suite. Il était normal. Et à partir de ce moment-là, on appelle à 4h40 et à partir du moment où il devait rentrer, il s'est passé quelque chose, quoi. Et il s'est passé quelque chose puisque effectivement après de longues heures d'angoisse, j'allais dire, et d'attente pour savoir où il se trouve, c'est un dératiseur qui était donc chargé d'intervenir dans l'immeuble où vous habitez, qui a découvert le corps de votre frère dans une cave. Oui, tout à fait. Donc il a été retrouvé dans le couloir de la cave de l'immeuble où on habite, face contre terre, avec une barre de fer entre lui. Et de la cave dispersée à côté, avec le pantalon baissé. Voilà. Et donc vous avez évidemment, tout naturellement, j'allais dire, appelé la police, qui sont intervenus. Oui, l'agent qui intervenait dans l'immeuble, qui a découvert mon frère, a appelé les pompiers et la police. Et donc à ce moment-là, moi je suis arrivé 4 heures après, il a été retrouvé à 10 heures
Donc, je suis arrivé 4 heures après, j'étais au travail. Et immédiatement, ils m'ont annoncé qu'il était mort d'une surdose de drogue. Donc, moi, je voudrais savoir comment, quand on retrouve quelqu'un dans ces circonstances, comment on peut en conclure aussi vite à une surdose, quoi. Dans des circonstances aussi douteuses, je voudrais savoir, est-ce que la police scientifique a déjà bien intervenu sur place? Est-ce qu'ils ont bien fait les relevés? Est-ce que je voudrais avoir des éléments d'enquête. Voilà. Justement, ces amis donc qui étaient dans nos studios lundi nous disaient que 2 heures après avoir trouvé le corps, la police avait quitté les lieux sans avoir, j'allais dire, fait un périmètre de sécurité et surtout relevé des empreintes. C'est vous-même, la famille, qui avait relevé des empreintes de sang. Tout à fait. Ils sont partis 4 heures après et ils ont laissé il y avait une porte de service de la cave qui est tout le temps fermée habituellement. Il n'y a que le gardien qui l'a pour sortir les poubelles. Et cette porte-là, ils l'ont laissée ouverte quand ils sont partis. Ils ont pas sécurisé le périmètre. Ils n'ont pas mis de scellé. Ils ont laissé la cave grande ouverte, quoi, quand ils sont partis. Oui. Donc tout le monde pouvait rentrer, contaminer la scène. Donc voilà. D'accord, oui. Déjà, première zone un peu bizarre, mais ça ne s'arrête pas là. Effectivement, vous nous dites que 4 heures après que la police donc ait trouvé le corps, il vous annonce que votre frère est mort d'une overdose de cocaïne. Ouais, d'une surdose, oui, exactement. Alors, vous, évidemment, vous contestez, puisque votre frère, et vous me le confirmez, là, aujourd'hui, sur France Maghreb 2, n'a jamais touché à une quelconque drogue. Exactement, il n'était pas consommateur régulier. Il n'était pas consommateur du tout. La police même, ils m'ont dit, je reprends leur terme, qu'il n'était pas consommateur régulier. Donc moi, je comprends pas comment des enquêteurs qui ont ces paroles peuvent conclure à une surdose. Surtout qu'ils devaient monter voir ma mère dans la foulée, donc c'est complètement incompréhensible. Ma mère devait aller au travail à 5h20. Donc je vois pas pourquoi il serait allé dans la cave alors qu'il pouvait monter directement dans l'appartement. C'est illogique. Oui. Alors, complètement illogique. Ça s'arrête pas là parce que vos amis aussi nous ont fait part que le lendemain, un camion blanc a été aperçu à proximité des fameuses caméras de surveillance. Oui, non, c'est l'épicerie qui fait l'angle devant la caméra. C'est l'épicier qui a témoigné auprès de mon avocat. Et il a laissé ses coordonnées, son nom, son prénom, parce qu'il a été témoin d'une camionnette, qui est intervenue le lendemain du drame pendant 10-15 minutes. Donc ils ont déployé une nacelle, ils sont intervenus sur la caméra, mais à ce stade, on ne sait pas si c'est un entretien de routine ou si c'est intervenu. Coïncidence ou pas, en tout cas, il y a eu intervention sur la fameuse caméra de surveillance. Oui, voilà. Le lendemain, oui. Votre frère a été transféré donc à l'Institut médico-légal et vous avez demandé, vous, la famille, une contre-expertise. Oui, en fait, nous, on voudrait d'abord avoir le rapport d'expertise, le premier, parce que quand ma famille et moi, nous avons demandé quelle blessure il avait le premier jour, on nous a répondu simplement une blessure au front, due à sa chute face contre terre. Oui. Et ensuite, quand on a vu le visage de mon frère à l'Institut médico-légal, on a vu que leur dire n'était pas conforme à la réalité. Donc maintenant, on voudrait arrêter de simplement recevoir des paroles à gauche, à droite. On voudrait des éléments d'enquête, des procès-verbaux, des rapports d'autopsie. Voilà, on veut avoir du concret. Oui, bah oui, effectivement, quand la police vous dit qu'il a une blessure au front et que vous retrouvez donc à aller voir votre frère à l'Institut médical à travers une vitre, précisons-le, vous apercevez qu'il n'a pas qu'une blessure au front, il en a plusieurs, des hématomes, etc. C'est ça, Bilal? Oui, il a une blessure circulaire au front, très enfoncée, des traces sur le front côté droit, avec des petites griffures, une blessure à la paupière haute côté droit, au nez et à la lèvre. Et côté gauche, il a des gros hématomes au niveau de la tempe. Ouais. Et donc, vous n'avez pas réussi, y compris d'ailleurs avec l'aide de votre avocat, à avoir justement le rapport de cette expertise. Oui. Pourquoi on veut pas... Mon avocat, quand ils sont entretenus avec le magistrat en charge de l'affaire, le procureur, il n'a pu accéder qu'au rapport. Il n'a pu que le survoler. Et c'est là qu'on a appris qu'il avait aussi des marques sur le thorax et sur le haut des genoux.
Ça c'est bien stipulé dans le rapport. Oui, et sur les mains et les avant-bras, un petit peu les avant-bras. D'accord. Donc en fait entre les dires de la police et le rapport, il y a déjà apparemment différence. Et le pré-rapport, il y a déjà des changements. Tout à fait, des contradictions. Oui. Aujourd'hui, vous demandez. Donc là, on voudrait avoir le rapport pour voir s'il est en contradiction avec le pré-rapport ou avec les dires de la police. D'accord. Donc là, on est le 4 octobre, hein, je précise à tout le monde. Le 14 septembre, ça commence à dater un petit peu. Voilà. Où on en est concrètement aujourd'hui, Bilal? Donc nous, on est en attente. Là, clairement, on attend les éléments d'enquête, le rapport d'autopsie. Mon frère est encore à l'IML. Nous, on attend pour pouvoir l'enterrer, pour qu'il repose en paix. Nous, on peut pas faire notre deuil. Voilà, quoi. C'est sérieux, concrètement. Bilal, je vous pose la question, pardonnez-moi d'avance, mais je suppose que vous n'écartez aucune hypothèse sur ce qui a pu arriver. Tout à fait. On n'écarte aucune hypothèse. Simplement, on voudrait que la piste criminelle ne soit pas écartée d'office. Quand on trouve quelqu'un mort dans ces circonstances douteuses, on peut pas écarter la piste criminelle 4 heures après. C'est pas possible immédiatement. Est-ce que vous avez saisi la police des polices? Non, on n'a pas encore saisi la police des polices. Ça, faudrait voir avec mon avocat s'il y a assez d'éléments pour la saisir. Très bien. Donc là, aujourd'hui, concrètement, parce que c'est un peu plus concret, je vais dire aujourd'hui, vous avez un rendez-vous là dans une demi-heure. Oui, dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec le procureur de la République. Et donc on attend des éléments d'enquête, on attend tout ça. On espère de ce rendez-vous qui fera avancer les choses. Et que la vérité, évidemment, soit faite, que la lumière soit faite donc sur ce drame qui concerne votre frère. Aujourd'hui, vous redites bien aujourd'hui à l'antenne de France Maghreb 2 que votre frère n'a jamais touché à une quelconque substance. Tout à fait. Bon courage en tout cas, Bilal. On va suivre évidemment cette affaire de près. D'accord. On va essayer en tout cas de relayer, de médiatiser cette affaire parce qu'elle se doit être médiatisée. Je demande juste un petit mot, Bilal, parce qu'on sait que après le rassemblement de samedi, il y a eu quelques échauffourées dans le quartier à Aulnay. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui peut-être par colère s'en sont pris finalement au bien des habitants de ce quartier, ce qui est un peu limite quand même. Oui, tout à fait. Bon, nous on n'accepte pas la violence. C'est la violence qui est responsable de ce qui est arrivé à mon frère. Donc ensuite, moi, j'aimerais que les forces de l'ordre prennent leur responsabilité. Quand une enquête est aussi bâclée, ensuite ils doivent maintenir l'ordre public. Donc je laisse la responsabilité de ce qui se passe aux forces de l'ordre et moi je m'occupe de mon frère et de mon deuil. Bon courage Bilal en tout cas. Merci beaucoup et on se tiendra évidemment informé via Alan qui se trouve avec vous sur place sur l'issue de ce rendez-vous, enfin l'issue de ce rendez-vous, qu'est-ce qui en est sorti et évidemment on espère qu'une certaine clarté apparaisse dans cette affaire afin que Yacine puisse être enterré et reposer en paix. Merci beaucoup en tout cas Bilal. Merci, au revoir. Tu l'as entendu Jean-Marc, beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Ouais, l'autopsie a révélé, semblerait-il, que n'a pas soi-disant révélé de coups susceptibles d'entraîner le décès. Donc ils ont conduit à écarter l'hypothèse d'une mort violente, ce qui est un petit peu embêtant car la famille, elle, a constaté qu'il y avait des coups, qu'il y avait des traces de coups qui apparaissent dans le rapport, hein, d'après Bilal. Ils apparaissent dans le rapport, sauf que les policiers n'ont pas dit ça à la famille, ils ont dit qu'il y avait un simple coup sur le front. Oui, l'autopsie révèle qu'il n'y avait pas de traces de coups soi-disant susceptibles d'entraîner la mort. Ouais. Donc ça veut rien dire, parce que un être humain a une vie fragile, on peut très bien taper quelqu'un quelque part et il meurt juste en dessous du nez. Vous avez des points digitaux qui peuvent conduire à la mort sans pour cela laisser de grandes traces. Ouais. Donc ce qui est un petit peu bizarre, c'est que il n'y a pas une investigation assez poussée car il y a quand même mort d'homme. Et puis d'autre part, il n'y a pas eu la preuve que cette personne se droguait, était addictée aux différentes substances. Donc c'est un petit peu embêtant un trouble. Et je pense que même s'il s'agit d'un quartier, d'une banlieue difficile, chaude comme on dit vulgairement, tout ce que l'on veut, je pense que c'est la vie d'un être humain qui est en jeu et qu'il mérite aussi qu'il ait justice soit faite. Effectivement, en tout cas, la famille a relevé 19 zones d'ombre dans cette affaire.
et que la famille ait à faire le prélèvement de sang sans que la police l'ait fait, c'est quand même dramatique parce que eux, ils ont dit qu'il n'y avait pas de sang. Oui, c'est quand même dramatique. Donc il y a beaucoup d'ombre, de zones d'ombre autour de tout cela, et il est très important que la justice soit faite et que cet homme, on lui rende un petit peu sa dignité. On peut pas accepter qu'un être humain comme ça se retrouve mort et puis que l'autopsie et tout soit blaqué, qu'il soit carrément boycotté. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour qu'on rende la dignité à ce jeune homme, et puis aussi que la famille puisse aussi avoir les moyens de faire le deuil de cette disparition. Mais on fait le deuil que quand on connaît la vérité. Tout à fait, qui est déjà très difficile à supporter. La mort d'un frère, la mort d'un ami, la mort d'un fils, c'est quelque chose de terrible. C'est une très très grande épreuve. Ouais. En tout cas, rendez-vous donc tout à l'heure à 17h avec le procureur, en espérant que cette famille puisse avoir quelques réponses concernant cette affaire, le sort donc de leur du frère donc de Bilal, que nous avions en direct avec nous. Un rassemblement donc aujourd'hui en ce moment même au tribunal de Bobigny, et demain devant la mairie d'Aulnay, lieu de résidence de Yacine, demain à 17h. Donc si vous avez aussi la possibilité d'y aller, n'hésitez pas, parce que voilà, c'est comme ça qu'on va faire qu'on va essayer de faire pression quelque part pour que la vérité soit faite sur cette affaire. Et quand il y a une quelconque médiatisation, et bien là peut-être que la justice risque un petit peu de bouger, parce que ça risque de faire du bruit, etc. Et quand il y a des questionnements, c'est jamais bon. Donc la justice étant indépendante, elle se doit de nous le prouver encore une fois pour le coup, et de chercher la vérité pour Yacine, et en espérant qu'elle soit rapidement faite, parce que les jours repassent et que le corps réside toujours à l'Institut médico-légal. Tu sais très bien comme moi, Jean-Marc, chez les musulmans en particulier, on enterre vite les corps, c'est comme ça. Il est conseillé. Et là, les faits se sont déroulés le 14 septembre, donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, et que cette famille puisse retrouver, puisse faire son deuil, j'allais dire, tranquillement, quand il y aura la vérité de fait. Faut-il encore que ça soit possible. Donc voilà, c'est quand même particulier qu'un avocat ne puisse pas obtenir le rapport de l'autopsie, qu'une contre-expertise ait été demandée et que le procureur a refusé. Enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire qu'il va falloir éclaircir, et on va suivre ça de près. Il y a des moyens juridiques qui permettent quand même de contraindre à pouvoir avoir cette contre-expertise. Mais je pense quand même qu'il aurait été judicieux de saisir peut-être la police des polices pour le coup. Non. Il y aura ça va rien donner. Ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait la contre-expertise qui soit faite. C'est vachement important. Et puis, je ne doute pas, mais il faut voir aussi la compétence de cet avocat. Comment a-t-il mené ce dossier? Comment a-t-il vraiment pris ce dossier? Ouais. Ça aussi, c'est vachement important. Bon, en tout cas, important aussi pour vous de faire connaître cette affaire, parce que chacun et chacune peut apporter sa petite pierre à l'édifice, comme on le répète sans cesse dans cette émission, en relayant évidemment. Alors il y a une page Facebook, Vérité pour Yacine. Vous allez liker, comme ça vous avez les informations, j'allais dire, officielles de cette affaire, et vous pouvez relayer, partager sur les réseaux sociaux afin que cette affaire puisse se faire connaître tout simplement, et qu'un grand nombre de personnes puissent connaître cette affaire. Et encore une fois, là pour le coup, les médias sont complètement absents. Il va falloir peut-être 2 ou 3 nuits de violence pour que les médias et les caméras se déplacent, pour qu'on commence à parler de Yacine. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais ce serait bien aussi qu'on puisse entendre cet avocat, savoir qu'est-ce qu'il a fait très exactement. Oui, c'est vrai. On va chercher à le joindre. Voilà. Alors on en reparlera évidemment si on a des informations toutes fraîches d'ici 18h. On vous les communiquera bien entendu. Pour l'heure, on va passer au zapping, mon cher Jean-Marc, ami auditeur, auditrice. Et on peut dire que Jean-Jacques Bourdin n'aime pas qu'on le plante, à l'image de ce qui s'est passé ce matin et de son gros coup de gueule sur RMC. Il devait inviter Jeannette Bougrab, sauf que celle-ci n'est jamais venue. Du coup, il a poussé ce coup de gueule en direct ce matin. Il est 7h48, Jeannette Bougrab devait être notre invitée, plus de nouvelles. Elle a disparu de la circulation. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'elle dit. J'espère qu'elle est plus sérieuse dans ce qu'elle fait que dans ce qu'elle dit, ou inversement. Mais elle perd de la crédibilité, Jeannette Bougrab, parce qu'elle ne nous répond plus. Je dis franchement les choses. Elle était invitée, soi-disant elle était dans un taxi pour venir nous rejoindre, puis elle a disparu de la circulation, ou alors le taxi a disparu avec elle. J'espère que non pour elle. Rien de grave. Oui, j'espère que non pour elle. Lançons un avis de recherche. Lançons un avis de recherche. Oui, mais enfin elle sera plus jamais invitée, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça c'est terminé. Hein. Vous savez, quand on fait ça et qu'on n'est pas sérieux, moi je me rappelle d'Henri Guénaud, vous vous rappelez non, c'est fini. Non, quand
on est dans la vie, on est sérieux. On n'est pas sérieux. Bon, elle ne l'est pas, tant pis pour elle. On n'entendra plus jamais parler de Jeannette Bougrab sur l'antenne d'RMC. Bien, 7h49, 8h-10. Alors Jeannette Bougrab a répondu en disant que effectivement elle était dans les locaux d'RMC quand elle a entendu Jean-Jacques Bourdin la pourrir. Évidemment, elle est partie. Mais en tout cas, voilà, Bourdin a poussé ce gros coup de gueule. On peut le comprendre, hein. Moi-même ayant été planté à plusieurs reprises par des invités, y a rien de plus agaçant quand t'invites quelqu'un et qu'il vient pas et qu'en plus il te prévient pas. Moi, je comprends Bourdin. Voilà. Écoute, Jean-Marc, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les missions avaient été prévues, devraient tourner autour de ça, quoi. Ah oui, c'est timé, le matin, vous savez. Timé, dans les matinales, tout est prévu, tout est fait. C'est sûr qu'à partir du moment qu'elle vient pas, ça crée un vide, ça crée une désorganisation. C'est quand même un petit peu embêtant. Voilà. Donc, a priori, le divorce semble consommé entre Bourdin et Bougrab. Mais elle a répondu un peu partout, hein, sur le point, sur tous les trucs, qu'elle s'est fait pourrir, etc., etc. Donc, bon. Ouais. Bon, on passe à autre chose et on va parler de controversé mais adopté. L'Assemblée nationale a donc largement voté hier après-midi en première lecture le projet de loi antiterroriste qui doit notamment prendre le relais des 22 mois d'état d'urgence à compter du 1er novembre. La réaction de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, à l'issue de la séance. Le nombre de celles et ceux qui ont voté ce texte montre que les parlementaires, l'Assemblée nationale a conscience qu'aujourd'hui la menace est grave et que nous devons effectivement nous protéger contre les terroristes. Qu'il faut le faire de manière équilibrée en portant à la fois la sécurité et la liberté. Voilà, Gérard Collomb, Jean-Marc, qui se félicite de cette adoption en première lecture hier, et ça n'a pas été de tout repos. Hein. Oui, mais il suffit pas seulement de voter des textes. Faudra encore qu'il y ait des mesures de sensibilisation. La répression, c'est très bien, mais la prévention l'est tout aussi. Et je pense aussi que à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose de fait concrètement. Alors, arbitrer entre sécurité et liberté, c'est tout l'enjeu de ce texte qui institutionnalise en fait certaines dispositions de l'état d'urgence. Le gouvernement a été suivi par le MoDem, les constructifs, et par les socialistes, figurez-vous. Difficile pour eux en tout cas de ne pas voter après avoir prorogé l'état d'urgence à 6 reprises quand même. Stéphane Le Foll, l'ancien ministre, au micro de RTL, s'en explique. Il y a une unanimité large pour dire que nous, on a assumé des responsabilités face au terrorisme, qu'il fallait à un moment sortir de l'état d'urgence, mais on ne peut pas le faire à n'importe quelle condition. Stéphane Le Foll, donc, qui réagissait, les socialistes ont voté. Voilà. Pour le coup, Jean-Marc, ça t'étonne, non ? Non, c'est logique. Non, mais je suis pas étonné. On a une espèce de chouka qui se passe depuis au Parlement, au gouvernement, donc plus rien ne m'étonne. En tout cas, à droite, pour eux, la droite, les conditions loin d'être remplies à droite. Seuls 5 républicains ont voté pour. Tous les autres contre, jugeant le texte trop laxiste. Certains, comme Éric Ciotti, ont même rédigé une proposition de loi alternative pour défendre un point qui leur est cher: renforcer les mesures permettant d'éloigner du territoire les étrangers menaçant l'ordre public. Nous voulons nous attaquer très clairement, sans tabou, à cette situation en disant là encore et en adressant ce message de l'éloignement que nous voulons de plus en plus systématique de tous les étrangers qui représentent une menace pour la France ou qui ont causé par leurs actes criminels ou délictueux une atteinte à la sûreté nationale. Ça, c'est la réaction donc de Éric Ciotti. Il est très présent depuis quelque temps, mais quand il était en place, qu'est-ce qu'il a fait concrètement Qu'a-t-il fait quand il était en place? Il n'arrête pas de venir et donner de leçons aux gens, et je vois pas lui ce qu'il a fait quand il était en place. Alors évidemment, on peut s'en douter aussi, une rhétorique portée également par le Front National, ce qui les rapproche en tout cas. Les députés frontistes souhaitaient eux aussi un maintien de l'état d'urgence. Marine Le Pen a d'ailleurs pas du tout apprécié l'appel à l'unité nationale du gouvernement sur ce texte. L'unité nationale autour d'une loi gadget, d'une loi marketing qui vise à donner bonne conscience au gouvernement et qui ne vise pas à assurer la sécurité de nos compatriotes, ce sera sans nous.
Voilà, sans eux pour Marine Le Pen, en tout cas, interrogée par Europe 1, qui estime que Gérard Collomb devrait démissionner selon elle et aurait dû retirer sa loi après l'attaque donc de Marseille, mon cher Jean-Marc. Pour terminer là-dessus, on en reparlera d'ailleurs avec Nizar dans quelques minutes, qui évidemment a assisté à ce vote hier et à toutes ces discussions houleuses qui ont eu lieu, et notamment, vous avez vu cette image, chers amis, Jean-Marc, de Danielle Obono, la députée de la France Insoumise, qui s'est voilée la tête. Oui. Et la réaction de Valls, qui parle de connivence avec l'islam politique. Ouais, il faut qu'il se fasse remarquer, Valls. Il n'existe quasiment plus. Donc en ce moment il se passe des choses, le folklore c'est un peu le folklore politique dans les différentes assemblées. Donc bon. Le folklore aussi était du côté d'Amiens hier, Jean-Marc, puisque Emmanuel Macron, le président de la République, en terrain social, venu vanter ses mesures en faveur des classes moyennes auprès des salariés de Whirlpool. Il y a 5 mois, vous en souvenez, pendant l'autre 2 tours de la présidentielle, le candidat Macron avait eu droit à un accueil houleux sur ce site, menacé de fermeture. Whirlpool depuis a trouvé un repreneur, mais ce n'est pas grâce à l'État, mais à l'action des salariés eux-mêmes, selon le député de la France Insoumise, François Ruffin, qui lui aussi avait fait le déplacement sur le site hier. Ceux qui ont sauvé l'usine, ce sont les salariés eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mobilisés et au bon moment, c'est-à-dire pendant la présidentielle. Ça a contribué à faire que les pouvoirs publics ont, avec les salariés, pesé contre Whirlpool pour arracher le maximum à Whirlpool. Et donc ce qui fait que là, on a une possibilité de reprise. Pourquoi ? Parce que Whirlpool donne quand même un max, je crois que c'est 41 000 € par salarié pour la reprise. Voilà pour François Ruffin. Et lors de cette visite, Jean-Marc, Emmanuel Macron a été pris lui aussi à partie sur ses projets de réforme, lui, que l'on accuse d'être le président des riches, critique auquel il a répondu hier. Pendant des années, on a bien taxé dans notre pays les gens qui réussissaient. Puis on a bien rigidifié les choses sur le marché du travail. On a fait quoi ? Des bons plans sociaux avec beaucoup d'intérimaires à côté. Moi, je veux pas de ça pour mon pays. Et en particulier pour ma région. Je veux un pays où les entrepreneurs, on les aide. On leur permet de réussir, on les aide à développer justement leurs entreprises, mais que derrière, ils assument d'avoir une responsabilité. Moi, je ne crois pas à la loi de la jungle, je ne crois pas aux salariés livrés à lui-même, c'est ce qui ne me satisfait pas dans l'intérim. Je crois dans une plus grande flexibilité dans l'entreprise et la branche pour éviter la très grande précarité que notre système a aujourd'hui produit. Emmanuel Macron est-il le président des riches, Jean-Marc ? Justement, j'avais préparé un petit avis tranché concernant cette théorie du ruisseau. Qui consiste à donner aux riches, de manière à ce que, soi-disant, ils redistribuent aux pauvres. Donc oui, c'est forcément le président qui fait pas mal de faveurs aux gens qui ont les moyens. Très certainement aux riches. C'est certainement le président des riches et certainement pas le président des pauvres. Donc tu auras l'occasion de nous en reparler au travers de ton avis tranché. Tout à fait. Puisque d'ailleurs je t'ai même pas demandé d'ailleurs. C'est ça. Ah oui, ton coup de cœur aussi, tiens. Mon coup de cœur, c'est un dialogue qui a eu lieu avec Colbert et Mazarin, justement, qui va un petit peu illustrer cet avis tranché. Très bien. On en reparlera donc tout à l'heure. Dans un instant, comme chaque mercredi, désormais dans cette émission, on sera dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Je pense que Nizarix a plein de choses à nous raconter. Jean-Marc, amis auditeurs, auditrices, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment au travers de ce projet de loi donc antiterrorisme, et qui a été adopté, je vous le rappelle, hier en première lecture, assez largement d'ailleurs. Également des petites infos, croustillantes. Daniel Obono, Manuel Valls, pas content, etc. Enfin bref, il va nous raconter tout ça dans un instant. Si vous avez d'ailleurs des questions à lui poser sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, sur les coulisses du pouvoir, c'est le titre un petit peu de cette chronique d'ailleurs. Vous pouvez appeler bien sûr au 01 40 33 9000. On vous donne la parole, n'attendez pas justement qu'on vous la donne, prenez-la tout simplement. Donc 01 40 33 9000. Et je tenais aussi à saluer cet auditeur qui nous a appelé hier en tout dernier dans Libertad, qui nous a appelé en pleurs hier pour nous dire qu'il venait de perdre sa mère et il demandait à tous les auditeurs de faire des doigts. On lui souhaite évidemment bon courage et toutes nos condoléances et que votre maman repose en paix. Dans un instant donc de retour sur France Maghreb 2 et on va parler aussi après. Cher ami Jean-Marc, la censure semble s'opérer, ou plutôt la pression de quelques groupes tels que la LICRA et des groupes d'extrême droite finissent par payer, puisqu'il devait y avoir à l'université de Lyon un colloque sur l'islamophobie. C'était mois d'octobre, 14 octobre je crois, si je dis pas de bêtises, auquel d'ailleurs devait participer Jean-Luc Bianco, mais aussi Yasser Louati.
Il a été annulé par l'université qui a préféré donc annuler parce que la LICRA a fait pression visiblement et ça a payé. Donc que pouvons-nous faire, voilà, je vais y arriver, pour faire cesser ce type de pression et de censure surtout. Quel est notre rôle et comment doit-on agir? C'est la question que je vous pose à tous et toutes et à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans un instant. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébellus comme chaque mercredi. Il est là d'ailleurs, l'ami Zébellus. Oui. Mais je te trouve pas très en forme aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Si, je suis là, tranquille, je suis zen. T'as l'air angoissé, non? Non, pas du tout. Raconte-moi tout. Je suis on peut s'installer sur le divan si tu veux, non? Je suis génial là, je suis tranquille, je suis cool. Non, tout va bien. S'il y a un quelconque souci, c'est la zénitude, la zénitude, mon ami. Bon. Des moments, il faut être tranquille dans la vie. Les événements font que on n'a pas forcément, on vient d'entendre Yacine, ce qui se passe, on n'a pas forcément envie de sauter de joie. C'est clair. Bon, s'il y a que ça, c'est bon alors. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Vous le savez, dans cette émission, on a instauré une nouvelle chronique qui s'appelle Les coulisses du pouvoir. On a notre personnage infiltré au sein même de l'Assemblée nationale et des couloirs, parfois il y va d'ailleurs dans les ministères. Notre ami Nizar X qui est avec nous comme chaque mercredi. Bonsoir Nizar. Bonsoir Christophe, bonsoir Jean-Marc et bonsoir tous les éditeurs. Alors mon cher Nizar, beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui puisqu'il semble qu'il y a eu quand même pas mal de remous autour du projet de loi contre le terrorisme et de cette adoption en première lecture hier soir. Oui, alors il y a tout ce qui est on va dire les polémiques de façade, notamment avec lors de la discussion générale, il y avait la députée Obono de la France Insoumise qui est apparue avec un tissu sur sa tête, avec un espèce de ruban. D'autres ils ont vu que c'était plus un voile qu'autre chose, alors que c'est pas du tout le cas. C'est plutôt un ruban. Je pense plutôt pour faire un clin d'œil à ses origines africaines. Donc voilà, de la manière dont elle a porté. Et il y a eu des réactions à l'Assemblée nationale. Bon, beaucoup de gens de la République en marche qui n'ont pas branché parce qu'ils disent elle a le droit de faire comme elle veut. On porte une cravate ou pas parce que les règles ont été assouplies depuis cette mandature. Parce que avant, c'était le port de cravate était obligatoire à l'Assemblée nationale, à l'intérieur de l'hémicycle. Oui, maintenant c'est plus le cas. Ah, c'est bien ça. C'est plus le cas. Bon, c'est parce qu'on pense en marque, mais c'est bien, moi je trouve. Mais c'est comme ça partout en Europe quasiment. C'est comme ça partout en Europe. C'était la France qui restait quasiment la seule à avoir eu des codes. Donc voilà. Donc maintenant, pour rentrer avec un blues, ça a même été cité par un député. Il dit si je suis ouvrier, j'ai envie de rentrer dans l'hémicycle, porter les revendications des ouvriers, vous pouvez pas le faire avec votre blouse de travail. Il fallait porter une cravate et un costume. Est-ce qu'il y a une tenue aussi pour les femmes, une tenue obligatoire? Alors, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes les noms d'oiseaux qu'avait reçus Madame Duflot, qui était venue en jean, et était venue en robe avec des fleurs. Ah oui. Et donc du coup, ça a fait les députés de l'UMP à l'époque, ça s'appelle l'UMP, avaient prononcé quelques noms d'oiseaux, quelques réflexions, voilà. Donc du coup, ça l'a mis. Elle n'était pas la seule. Maintenant, elles peuvent venir comme elles l'entendent. Il y a aucune restriction. Au contraire. D'ailleurs, maintenant, on voit de plus en plus de députés qui portent pas de cravate, plus des députés de la France Insoumise, mais aussi de la République en marche. Il y en a quelques-uns qui la portent plus. Par contre, je n'ai pas vu ça chez les Républicains. On va dire, ils sont encore. Les Républicains, ils sont à l'ancienne, ils sont à l'ancienne. Ouais, on va dire ça de leur tendance de conservateur, donc c'est leur côté conservateur, je pense. Mais Manuel Valls, lui, il apporte la cravate ou pas? Il la porte, mais il vient plus aux réunions de groupe La République en marche. Donc parce qu'il a apparenté La République en marche, mais il vient plus parce que je pense que c'est quand même incroyable. On rappelle d'ailleurs à cet effet, Nizar, c'est très important de le rappeler qu'il reste à ce jour, en 4 octobre, donc par rapport au législatif, 48 députés sont concernés par des recours déposés, dont Manuel Valls, qui vont être normalement réglés d'ici fin du mois, début du mois prochain. Alors, il n'est pas le seul, il y en a quelques-uns, il y a quelques députés qui sont insoutenus, notamment Monsieur Valls, qui avait gagné avec d'un score très serré et surtout des manières très contestées. Oui, très contestées, contestables. Il y a le Conseil constitutionnel qui va se
penché sur son cas, et je pense que la date, il n'y a pas de date, parce que le Conseil constitutionnel, aux fonctions il y a énormément, c'est la première fois qu'on arrive à 48 recours, parce que il faut savoir, avant les 48 recours, il y en a eu 150 en tout, que le Conseil constitutionnel a examiné, c'est-à-dire les 100 fondements de départ, ils ont été vite réglés. Voilà, donc, et c'est la première fois qu'on arrive à 48 restants. 48, c'est énorme, Dans Jean-Pierre Door, notamment, qui est un député maire de Montargis. Oui. Voilà, donc lui ici, il est concerné, donc ils ont pleine attente, de la décision de conseil. Il y en a qui risquent de faire la tronche alors. Et c'est pour ça d'ailleurs, il n'a pas lâché son fauteuil de maire, parce que le fait, normalement, il a un mois selon la loi de la non-commune. Quand vous êtes élu le 2, alors que les sénateurs qui ont été élus le 26 septembre, ils ont jusqu'au 28 octobre pour se décider. Lui, il a été élu au mois de juin, donc il avait un mois pour lâcher son poste, il l'a pas fait. Ouais, il est toujours maire de Montargis. Exactement, il est toujours maire. Et pour la simple et bonne raison, parce qu'il attend pour voir si le Conseil constitutionnel le confirme en place, il garde sa députation, il donne la mairie à quelqu'un d'autre. Et si c'est pas le cas, il se rattrapera toujours, il se raccrochera toujours à la main. Mais d'ailleurs, sa stratégie a été bien travaillée, je pense, parce que moi, je le vois à l'Assemblée nationale. Et il est assez favorable parce qu'il affronte une dame qui est la République en marche au deuxième tour. C'est elle qui a fait le recours. Et surtout qu'il il est quasiment il est d'accord avec tout le gouvernement, alors qu'il est les républicains. Donc normalement il doit être dans l'opposition, mais il est d'accord sur la suppression des contrats aidés, il est d'accord sur pas mal de textes qui ont été votés du gouvernement. Donc c'est très très étrange pour un comportement dans l'opposition. Est-ce qu'on connaît les députés, par exemple des républicains? Je crois qu'il y en a 5 au total. Est-ce qu'on connaît les noms qui ont voté pour cette loi en première lecture hier? Oui, j'ai les noms, mais je les ai pas sous les yeux. Mais ce qui est étonnant, c'est que de voir une députée Front National, Emmanuelle Ménard, qui a voté pour le texte. Ah oui. Ça c'est. Ah oui, elle est étiquetée Front National, mais sauf elle dit que je suis pas Front National, mais je pense qu'elle est plus tendance Laurent Wauquiez que Marine Le Pen. Donc c'est plus. Les socialistes ont voté, eux. Pardon ? Les socialistes ont voté, eux. Les socialistes ont voté et il y en a 4 députés de la République en marche qui se sont abstenus. D'accord, très intéressant. Côté de la France Insoumise, je pense que c'est un 100% rejet, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, il parle derrière un homme. C'était Monsieur Mélenchon qui est intervenu pour un peu fustiger, voilà. Donc, oui, évidemment, la France Insoumise vote d'une seule voix, on va dire. Ouais. Alors ça c'était donc le projet de loi concernant contre le terrorisme, qui a été adopté, qui a été largement d'ailleurs adopté hier soir en première lecture. Exactement. Il passera par le Sénat. Il passera par le Sénat pour venir après. Qui passera par le Sénat et reviendra aux deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée légifère, elle envoie au Sénat, le Sénat renvoie à l'Assemblée. Si le texte est le même, on vote. S'il n'est pas le même, c'est l'Assemblée qui prime, c'est l'avis de l'Assemblée nationale qui prime. C'est un peu la règle de la navette parlementaire. Et puis il y a eu hier quelque chose d'important au sein du groupe majoritaire, la République en marche. Le chef de file des députés, M. Richard Ferrand, a fait en réunion de groupe il a un peu musclé le discours envers les députés. Et il a un peu rappelé les règles de manière, les règles de solidarité de groupe, parce que il a exactement, je le cite, il a dit que il faut arrêter les flébusteries pour essayer d'exister à l'extérieur pour certains députés. Il fait référence, je pense, à quelques députés, en tout cas il y en a une qui a été pas citée mais quasiment montrée du doigt, qui a fait une réunion, qui a fait une conférence de presse avec des gens d'autres groupes, notamment la France Insoumise, notamment les Europe Écologie Les Verts, pour prendre position contre les vaccinations obligatoires, c'est-à-dire contre le gouvernement. Et donc du coup, ça lui a pas plu, donc il dit que c'est quelque chose de sans intérêt, et surtout pour s'attirer les médias vers elle. Donc il n'y a pas besoin de ça, il faudra avancer. Je vous rappellerai plus les statuts du groupe. Si quelqu'un co-signe ou quelque chose de l'opposition, il sera totalement exclu. Ce qui est le cas dans tous les autres groupes. D'ailleurs, c'est pas que c'est pas propre à la République en marche.
Ouais. C'est pas propre à la République En Marche. Très bien. Si Jean-Marc a une question, et si toi t'as quelque chose à rajouter pour cette semaine, Nizar? Non, il a été très très clair sur tout ce qu'il a dit. Et as-tu écho de la députée qui a été poursuivie devant les prud'hommes? Ah oui, pour travail. Pour la France Insoumise. Oui. C'est une députée France Insoumise qui s'est séparée. Il faudrait qu'un jour qu'on fasse une émission sur les missions des attachés parlementaires, parce que les attachés parlementaires, c'est très compliqué, parce qu'on demande beaucoup aux collaborateurs. C'est un poste très sensible. On ne peut pas obliger un député de garder un salarié dans son équipe, alors qu'il n'en veut plus, parce qu'il a plus confiance. Il y a une clause de confiance. Moi, dans mon contrat, il y a une clause de confiance. Demain, mon patron me dit ne viens plus parce que j'ai plus confiance en toi, je ne viens plus. C'est comme ça, c'est la règle. Et on le sait, tout le monde le sait. Donc en gros, c'est l'un, d'ailleurs, c'est ce qui est amusant, c'est l'un des contrats les moins protégés de France. C'est le contrat le moins protégé de France. Les plus flexibles. Exactement. Donc et donc du coup, la personne a porté plainte parce que voilà, il réclame que la manière et où il n'y a pas présenté une feuille de route, une feuille de mission. Alors, je défends pas du tout la députée, mais juste je dis, quand on s'engage sur ce terrain-là, on sait à quoi s'attendre. C'est vrai qu'il y a des députés aujourd'hui, je le dis, je l'ai dit en interne en disant, il y a des députés qui pour la première fois deviennent employeurs. Ils ne connaissent pas les règles de ce que c'est d'être employeur, les responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de leurs salariés. C'est-à-dire, donc, il faut que l'Assemblée nationale muscle un peu le jeu, durcisse le temps pour envers ces députés en disant attention, voilà ce que vous avez le droit de faire et vous avez ce que vous avez le droit de ne pas faire. Ouais. Parce que travailler des séances de nuit jusqu'à 2h du matin et le week-end, c'est très compliqué et vous pouvez pas dire non. C'est ça en fait, parce que c'est le plus étonnant, c'est que toi Christophe, tu peux dire non à ton patron, voilà, c'est pas pareil. Mais par contre, quand c'est un député et quand c'est un homme de pouvoir, c'est beaucoup plus difficile de dire non ou de se positionner. Oui, mais ça fait partie des règles du métier, quoi. Voilà. Exactement, ça fait partie du métier et j'espère qu'ils vont changer. Mais en tout cas, je milite pour que ça change parce que c'est pas parce que c'est un député qu'il a le droit de se permettre. Hein. Dites-moi, Nizar. Oui. Ça gagne bien un attaché parlementaire? Il y avait un salaire moyen qui a été publié il n'y a pas très longtemps, je pense qu'aux alentours de 2000 euros. 2000 euros à peu près. 2000 euros. Et ce qui est étonnant, c'est essentiellement des femmes. Et il y a beaucoup de temps partiel. Il y a beaucoup de temps partiel parce que ce sont des gens qui... Oui, parce que il y a beaucoup de précarité quand même, en France. Mais vous n'avez pas le droit de le dire. Ah oui. Bon bah c'est dit. Voilà. C'est dit. Vous n'avez pas le droit de le dire parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Bon. Rappelez-vous de l'affaire Baupin. Oui. Beaucoup de collaboratrices que je connaissais, moi d'ailleurs, sur l'ancienne mandature, qui me disaient je ne pouvais pas prendre d'ascenseur avec tel ou tel député en les nommant parce que je sais à quoi m'attendre. Donc du coup, mais je peux rien dire parce que sinon je perds mon travail, je perds ma crédibilité. Justement, puisque tu parles de Baupin, vous savez que cette affaire Angot, Sandrine Rousseau a pris beaucoup d'ampleur. Vous avez peut-être vu d'ailleurs les images de cette émission de On n'est pas couché qui est tout simplement honteuse. Hein. C'est très violent, pour qu'une femme qui se dit d'ailleurs défenseuse des femmes, en tout cas le fait de reprocher à une dame de s'être exprimée de cette manière, en tout cas lui reproche, je pense que ce que lui reproche c'est que de s'attirer une part de la couverture médiatique sans lui en parler. Alors, c'est pas son du monde Madame Angot, donc mais je pense qu'elle va pas faire l'info. D'ailleurs pour info à l'Assemblée nationale il y avait l'audition de Madame Ernotte de France Télévisions. Oui, il y a des gens qui des gens qui lui ont rappelé et je pense qu'elle lui ont dit à huis clos bien sûr. Très bien. Et donc du coup elle prend l'affaire en charge. Je pense pas qu'elle sera la saison prochaine, je suis pas sûr qu'elle sera là. Bon bah très bien Nizar, ça c'est une info ça, vous voyez. Merci beaucoup en tout cas, rien d'autre à rajouter pour cette semaine? Non, pour l'instant non, à part la petite fronde chez la République En Marche sur le budget entre les ICF qui sont archi pour une réunion de groupe. C'est un peu tendu en disant des gens qui sont bien sûr traditionnellement de gauche, donc ils sont pour élargir cela aux voitures de luxe, aux lingots d'or et tout ce qui suit, le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine, et puis ceux qui sont traditionnellement de droite ou voire du centre, qui sont quasiment pour supprimer même l'IFI, ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, mais la tendance actuelle, c'est plus de rajouter, en tout cas la position du gouvernement, il a accepté, ça date d'hier, la décision, et leur fait venir le dire aux députés qu'il est prêt à accepter des amendements pour intégrer tout ce qui a été oublié dans le projet de loi, c'est-à-dire les lingots d'or, les yachts, voilà.
Jean-Marc, et est-ce qu'il y a eu un retour, est-ce qu'il y a eu du bruit par rapport à Garrido où on accuse pas mal de choses? Oui, oui, alors qui n'aurait pas Garrido, payé. C'est une affaire assez cocasse parce que pour quelqu'un qui demande toujours de l'effort de solidarité nationale pour tout le monde, d'ailleurs pour les gens qui ont du capital, pour qu'elle paye pas des cotisations de retraite, parce que vous savez comment ça fonctionne, vous payez des cotisations qui payent la retraite des gens. Donc cette solidarité nationale, elle-même qu'elle n'a pas fait, c'est un peu, ça la fout mal pour elle, parce que pour quelqu'un qui défend le salarié et le principe de solidarité nationale, elle-même elle la respecte pas, et je suis sûr que ça fait un peu tâche, quoi, ouais. Ça fait un peu tâche, et ça commence à en faire beaucoup pour le personnage, donc et entre ces convictions à géométrie variable, pareil, on lui a reproché pareil pour les auditeurs certains je parle de la France insoumise, on leur a reproché leur discours européen, mais moi par exemple ce que je reproche à M. Mélenchon, c'est que sur ses positions européennes, ça ne l'a pas dérangé d'avoir le drapeau européen sur son bulletin de paix, parce que quand vous êtes payé par le Parlement européen, vous avez le drapeau européen sur votre bulletin de paix. Il a jamais dit, par contre l'avoir derrière soi, ça l'a dérangé. Et ça c'est pas terrible comme argumentation. Bon, eh bien c'est tout pour cette semaine en tout cas. On reviendra avec de nouvelles infos, et il s'en passe tous les jours finalement des choses dans l'Assemblée nationale. Bien sûr. On s'ennuie pas dans cette grande maison, dans ce palais de la République. Pas du tout même, pas du tout. Bon, eh bien on compte sur toi pour nous trouver des bonnes petites infos, comme chaque mercredi 17h. Rendez-vous la semaine prochaine, mon ami. Allez, avec grand plaisir. Merci Nizar. Merci, à bientôt. Et continue de rester dans l'ombre, c'est très important évidemment pour la suite de ces investigations. Voilà notre ami Nizar, comme chaque mercredi, ça on peut dire que c'est une exclue France Maghreb 2. Voilà, on a notre infiltré à l'Assemblée qui nous rapporte des petites infos bien croustillantes. Voilà. Alors, t'as vu que Delphine Arnaud qui a été donc auditionnée, et les députés lui ont reproché donc l'émission On n'est pas couché. Je pense que d'ici quelques temps on va entendre parler de Christine Angot qui va être écartée de On n'est pas couché. Ça a été un peu trop violent quand même. Ah ouais, non, c'était super violent. Pour une femme qui a subi service public un viol, en plus, Jean-Marc. Pour une femme qui dit qu'avoir subi un viol, pour une femme qui se présente en grande défensiste des droits de la femme, féministe et tout. C'est vrai que là c'était une victime qui est devant elle. Donc c'est vrai elle était en larmes d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas terrible, c'était vraiment trop violent. C'est pas le rôle, je pense, d'un chroniqueur sur une télé publique. Effectivement. En tout cas, affaire à suivre donc sur cette affaire. On va passer maintenant à toute autre chose en rappelant aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont nombreux, je l'espère, en tous les cas, au 01 40 33 9000 qu'ils pourront nous appeler tout à l'heure dans le cadre de Libertad. Vous écoutez, bien entendu, je compte sur vous attentivement ce qui se dit dans cette émission, et on en reparle avec vous tout à l'heure, bien sûr. Et vous aurez la possibilité de gagner des places pour aller voir l'Orchestre National de Barbès à l'occasion du 20e anniversaire du festival Ville des Musiques du Monde qui opère et commencera d'ailleurs le 12 octobre prochain dans tout le 93, avec de gros concerts. On aura des places à vous offrir pour le groupe Rainarai, l'Orchestre National de Barbès, également Barbès Café, enfin de belles soirées qui se profilent à l'horizon. Donc là, on est sur la semaine Orchestre National de Barbès. Ça se passera le 4 novembre prochain, c'est un samedi si je ne m'abuse, et c'est un samedi soir. Ça se passe du côté du Blanc-Ménil, dans la salle de 2 pièces cuisine. Donc des places à vous offrir, j'en ai 2 pour vous, et vous allez pouvoir jouer avec nous tout à l'heure au quiz du LGF. Mais pour l'heure, on va passer, si vous le voulez bien, à l'avis tranché de notre ami Jean-Marc Zébélus. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Jean-Marc, de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je souhaiterais faire allusion un petit peu à cette loi qui a été le budget justement qui a été proposé et puis qui est voté, qui va être forcément accepté puisqu'ils sont majoritaires. Et on nous a ressorti une certaine théorie qui est née du libéralisme. Cette théorie justement qui s'appelle la théorie du ruissellement. Alors cette théorie du ruissellement, c'est une théorie en fait qui est apparue il y a quelque temps de cela. Et donc c'est
En anglais, à l'origine, c'est le trickle-down economics. C'est une théorie économique d'inspiration libérale selon laquelle, sauf destruction, thésaurisation, c'est-à-dire les gens qui ont accumulé, qui ont épargné, les revenus des individus les plus riches sont in fine réinjectés dans l'économie, soit par le biais de leur consommation. Donc ce budget 2018, c'est un chèque en blanc aux grandes fortunes, très certainement, vu qu'on est dans la théorie du ruissellement. La loi de finances d'un quinquennat est en règle générale l'interprétation des engagements du président élu et anime la suite de son quinquennat. En 2007, et le premier budget de Nicolas Sarkozy, tiens donc, faisait la démonstration de l'économie du ruissellement, multipliant les cadeaux fiscaux aux plus fortunés. Et ce, jusqu'à ce que le mur à la crise fit son apparition. Patatras. François Hollande, pour 2013, va introduire certains éléments de justice du programme, mais les prélèvements pour boucler un budget censé respecter les règles des 3% de déficit public aboutit au ras-le-bol fiscal, ce qui était inéluctable. Ça va conduire le président, ça va lui conduire à, justement, à mettre un terme, à abandonner toute cette réforme significative. Ce budget a les couleurs de 2007. Les grands gagnants de l'euro-million sont les plus fortunés et surtout la petite minorité des plus grandes fortunes de France. Du pouvoir d'achat, bien sûr, pour qui? Pour les riches. La baisse d'impôts pour les plus riches, quasi-suppression de l'ISF, 3,2 milliards, et la flat taxe sur les revenus de l'épargne, 1,3 milliard, interviennent dès le 1er janvier 2018, comme les hausses d'impôts qui touchent tout le monde, hausse de la CSG, du tabac et des carburants, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables est étalée pour 3 ans, pas de cadeau tout de suite. La baisse des cotisations salariales se fera en 2 temps, en janvier 2018, puis éventuellement en octobre. La hausse du minimum vieillesse, de la prime d'activité, du complément de mode de garde de famille monoparentale sont décalés en cours d'année ou même en fin d'année pour la location pour adultes handicapés. Tiens donc, on est très loin du prétendu 13e mois évoqué par le ministre du Budget Gérald Darmanin. Tiens donc. Plus de la moitié des 7 milliards de baisse nette d'impôts prévus pour 2018 concernent les 2% de nos concitoyens les plus aisés, les plus riches, les plus fortunés. L'autre moitié bénéficie un peu aux autres, mais l'impact en sera effacé par l'augmentation des prix du carburant et du tabac. Quant à la grande majorité des retraités, ils subissent de plein fouet la hausse de la CSG. La fiscalité des entreprises change peu. La baisse de l'IS était déjà votée dans le quinquennat précédent et le CICE est légèrement diminué avant d'être transformé en allègement de cotisation l'année suivante. La droite n'avait pas osé. Macron l'a fait. Depuis l'abrogation de l'impôt sur les grandes fortunes par Jacques Chirac en 1986, aucun gouvernement de droite n'avait osé s'attaquer ouvertement à l'ISF. En 2006, Dominique de Villepin introduisit un bouclier fiscal de 60% du revenu pour en réduire l'impact. Et quand Nicolas Sarkozy fait passer ce bouclier à 50% en 2007, il va en payer les conséquences. Ouais. La fiscalité du capital, 2 réformes que le candidat Macron avait présentées dans sa campagne comme un réagement à coût modeste ou nul. Ce n'est ni un chèque de 700 millions, ni de 1,8 milliard, mais 3,2 milliards auxquels s'ajoute 1,3 milliard de la flat tax sur le revenu de l'épargne. Un budget injuste. Le patrimoine économisé sera inéluctablement investi en actions étrangères ou en actifs rentables, mais peu risqués. Ce qui veut dire que les gens qui pouvaient diminuer les RCSF en investissant dans une PME ne le feront pas. Ils vont investir dans des actions, des choses très compliquées, très risquées et qui rapportent gros. L'investissement dit favorisé, aucune étude ne permet de le penser. Le prélèvement forfaitaire unique sur le revenu du capital prend l'exact contre-pied de la réforme Hollande de 2012. Jean-Marc, est-ce que je peux te laisser conclure juste après parce qu'on va voilà, je t'en prie. Les pauvres paye pour les riches, la suppression d'une grande partie des emplois aidait à la fois une injustice et une erreur économique. Ensuite, on va dire que la Suède, en 1970, avait essayé, ça a un petit peu marché, mais a fait quand même un assainissement au niveau des politiques, au niveau des revenus, au niveau des dépenses de l'État. Les Américains l'ont fait, ça n'a pas marché. Thomas Piketty, grand économiste, et ses collègues ont établi qu'entre 83 et 2014, les 1% des plus riches avaient capté 20% de la croissance économique. Merci Jean-Marc pour cet avis tranché. On est de retour très vite, à tout de suite.
Le grand forum sur France Magazine avec Jean-Marc Zébélus aujourd'hui pour nous accompagner bien sûr avec vous chers amis auditeurs au 01 40 33 9000. Jean-Marc, on va maintenant ouvrir un petit débat entre nous bien sûr puisque la salve d'attaque est assez importante par rapport à un colloque qui devait se tenir au mois d'octobre prochain, un colloque à l'université de Lyon 2. Son thème, lutter contre l'islamophobie, un enjeu d'égalité. Parmi les invités, des chercheurs comme François Burgat, qu'on ne présente plus, des personnalités du monde associatif, le président aussi de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Luc Bianco. La présence d'ailleurs de ce dernier sur le programme du colloque n'est pas passée inaperçue. Une belle occasion pour la LICRA et le comité laïcité République CLR de Céline Piga, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, soutien de Valls et de Georges Bensoussan, s'est attaqué donc à Daniel Obono et à l'association la Lab de jeter en tout cas le discrédit sur ce colloque. Ces deux associations donc secondées par le Printemps républicain qui est un groupe d'extrême droite se sont alliées sur les réseaux sociaux pour dénoncer le détournement politique de l'université qui est donc de nier l'islamophobie d'État pour certains et demander donc l'annulation de la rencontre prévue à l'université de Lyon 2 comme l'extrême droite. Il nous faut être intransigeants avec l'initiative et dénoncer les idiots utiles qui ont une fois de plus ouvert les portes de l'université aux ennemis de la liberté, écrivait la LICRA et le CLR qui parlait donc de ce meeting. Donc les paroles sont quand même violentes. La LICRA a agi avec ses alliés et ils ont fini par obtenir l'annulation donc de ce colloque qui devait avoir lieu donc au mois d'octobre. Sachez quand même, pour information, pour la LICRA, un musulman est un islamiste, donc un terroriste. Voilà, au moins les choses sont claires. Et donc ils ont fait pression, ils ont obtenu. J'ai contacté personnellement hier l'université de Lyon 2, qui ne souhaite pas répondre par rapport à l'annulation. Je suis tombé sur la responsable communication pour vous dire. Elle m'a dit je ne peux rien vous dire, je suis simplement désolé pour ceux qui devaient y participer. Il devait y avoir aussi Yasser Louati. Mais voilà, quand je lui ai demandé clairement est-ce qu'il y a eu pression, elle ne m'a pas répondu. Clairement, aujourd'hui, on est en droit de se poser la question. Comment peut-on faire, Jean-Marc, ami auditeur, auditrice, je vous pose la question, pour faire cesser ce type de pression et ce type de censure, ça commence à suffire. Comment on peut faire ? Oui, c'est la question que je vous pose, moi. Comment on peut faire ? Bon, je dirais, a-t-on tous les tenants et les aboutissants concernant ce problème ? Les raisons réelles qui font que aujourd'hui ça a été annulé. Quels sont les vrais motifs indiqués ? Quelle est la raison réelle ? C'est ça qu'il faut savoir. Et ce sera certainement très difficile de savoir. Bah tu sais comme moi, quand les groupes agissent en sous-marin, mais en même temps ils agissent pas forcément en sous-marin puisqu'ils ont apporté ces critiques nombreuses que sont la LICRA et ces groupes que je viens de citer sur les réseaux sociaux. Donc en dénonçant, en instrumentalisant, l'université de Lyon 2 a dit toutes les garanties sont pas là pour que ça se passe bien et donc on préfère annuler quoi. Donc toutes les garanties sont pas là. C'est ça qu'il faut savoir. Quelles sont les garanties qui sont pas là ? Sécurité, comme si quand il y avait ce genre de réunion on avait des problèmes, des raisons financières. Quelles sont concrètement ou d'organisation ? C'est ce qu'il faut savoir. Quelle est la vraie raison évoquée de manière explicite ? Eh ben ça je ne l'ai pas, j'ai posé la question, on m'a dit je ne peux pas vous répondre. Et il faudrait qu'on ait cette raison de manière explicite. Pourquoi on nous a refusé qu'il y ait ce colloque, tout simplement. Il y avait quand même des personnalités, je veux dire François Burgat, Jean-Louis Bianco, c'est pas n'importe qui quand même. Il faut parce que des fois il faut qu'on connaisse la vraie raison derrière, c'est-à-dire l'organisateur c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'antécédent, y a-t-il eu un désaccord je sais pas, financier ou autre ou je ne sais quoi, ou un contentieux entre deux individus et qui aujourd'hui se font la guerre et à travers ça vont utiliser justement cette manifestation pour pouvoir faire du mal à toute une communauté et aux autres. Faudrait qu'on sache, qu'on aille un peu plus loin pour connaître les réelles raisons évoquées. Et pour ce faire, on devrait essayer de contacter les personnes qui étaient à l'origine de cette organisation, qui puissent s'exprimer librement. Alors l'université de Lyon 2, qui était donc l'organisateur de ce rassemblement, de ce colloque, ne souhaite pas répondre.
Non, mais il y avait une personne qui est à l'origine de ça. C'est pas eux qui ont décidé de faire ça, certainement. Il y a une personne qui a certainement instigé ce colloque. Et ce serait bien d'avoir cette personne qui est derrière cette organisation de ce colloque. C'est ça qui serait important de savoir. En tout cas, ça fait quand même 2 colloques sur l'islamophobie annulés, 2 en un an. Oui, mais je pense qu'il faut avoir vraiment les éléments pour pouvoir essayer de voir comment on peut agir de manière efficace. Bon, en tout cas, si vous avez bien entendu votre réponse, votre commentaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre à cette question du jour et sur le Twitter LGF officiel aussi. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus à nous rejoindre, on vous salue, à nous suivre donc sur Twitter. On en reparlera. Probablement on invitera Yasser Louati qui lui aussi devait être invité par exemple et qui s'est vu aussi censuré pour le coup parce qu'il estime avoir été censuré. Alors ce qui est très intéressant d'observer dans cette histoire, c'est que la plupart de ceux qui devaient participer dénoncent justement cette ingérence de la LICRA et de ces groupes d'extrême droite et que l'université Lyon 2 ne réagit pas. Si tant est qu'il n'y ait pas eu de pression, elle devrait réagir en disant non absolument pas, c'est pas la raison qui a fait qu'on a annulé le colloque. Voilà. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. On en reparlera bien sûr dans cette émission. Alors pour l'heure, on va parler de ton coup de cœur, cher ami Jean-Marc, avant de passer au quiz du LGF et avant de passer surtout à Libertad. France Maghreb 2, le coup de cœur. Ton coup de cœur, Jean-Marc. Alors mon coup de cœur, il s'agit d'un discours qui a eu lieu le temps que tout se mette en place entre Colbert et Mazarin. Ça a eu lieu il y a très longtemps de ça, où aujourd'hui, où on nous parle de du budget, c'est-à-dire que de cette théorie du ruissellement que tout à l'heure j'ai dû vous faire part tout à l'heure, en disant que aujourd'hui on va donner aux riches seulement dans l'espoir que ces riches puissent redistribuer les richesses qui sont en leur faveur, justement pour relancer l'économie, pour redonner du pouvoir d'achat. Sauf que a priori ça ne se passe pas comme ça parce que c'est quelque chose qui est fait de manière insidieuse. Et donc, ça va commencer comme ça, le discours de Colbert. Le temps de me remettre en place un petit peu. Vas-y, je t'en prie. 30 secondes. La machine a du mal à se mettre en place. Ah, c'est comme ça, tu sais, quand on a besoin de la machine, elle est jamais là, hein. C'est bien connu, hein. Ouais, c'est toujours comme ça, mais bon, je pense qu'on va y arriver. Alors, le discours de 30 secondes. Le discours de Colbert va commencer de Mazarin. C'est c'est un discours qui a lieu à l'époque, c'était l'époque de la fameuse monarchie. Ouais. Et 30 secondes. Oh là là. Le discours, il est où? Il est où le discours? Il arrive le discours. Tout simplement, c'est qu'il y a mon discours est en train l'ordinateur est en train de ramer un petit peu. Voilà. Alors c'est bon, c'est parti, on est en place. Alors comment ça se passe? Ce dialogue de Mazarin qui a pris une seule ride, c'était il y a 4 siècles. Colbert disant, pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne souffle plus. J'aimerais que monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou. Et Mazarin qui répond, quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'État, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'État en prison, alors il continue, il creuse la dette. Tous les États font ça. Colbert qui répond, ah oui, vous croyez, cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on en a déjà créé tous les impôts inimaginables? Mazarin qui répond, on en crée d'autres. Colbert dit, nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. Mazarin lui dit, oui, c'est vrai, c'est impossible. Colbert dit, alors, taxons les riches. Mazarin qui répond, les riches, non. Plus il dépenserait, plus un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Colbert, mais alors comment fait-on? Mazarin qui lui répond pour conclure, il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches, des honnêtes citoyens qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est ceux-là que nous devons taxer encore plus, toujours plus. Ceux-là, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser un réservoir inépuisable. Voilà pour le discours qui a fini par arriver. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire ça s'est passé il y a déjà 4 siècles et on se rend compte qu'aujourd'hui,
Les gens qui sont le plus taxés, c'est ceux qui essayent de se donner les moyens, c'est ceux qui bossent, ceux qui ont la volonté, ceux qui essayent toujours de s'en sortir. Et la classe qui se trouve entre deux, qui n'est pas pauvre, mais qui n'est pas si riche que ça. Et c'est toujours eux qui sont frappés par les impôts partout. Oui, effectivement. Voilà. En tout cas, ça c'est la position de la part de ceux qui sont effectivement taxés, et puis il y a d'autres personnes qui sont concernées qui vont dire autre chose. Voilà. Chacun sa situation en fait. C'est le découragement de l'entrepreneuriat, de l'entreprise individuelle, tout simplement. Il est peut-être d'ailleurs de plus en plus compliqué d'entreprendre dans ce pays, non ? Oui, il est très compliqué d'entreprendre. Les risques sont quand même considérables. Dans ce pays. Déjà, la première des raisons, c'est la lourdeur administrative. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que pour monter une société, dis donc, c'est le parcours du combattant. Faut connaître. Hein. Alors, il faut ouvrir un compte. Ouais. La banque, qui parfois vous dit je vous connais pas et tout, etc. Non. Mais si on n'ouvre pas le compte, on n'a pas la preuve de l'attestation, on peut pas ouvrir la société. Donc voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Et résultat des courses, à la fin, quand on finit par avoir une banque désignée par la Banque de France pour ouvrir le compte et qu'on finit par avoir cette société, on a un droit à rien dans cette banque. Donc il faut avoir des sous, faut avoir des moyens pour pouvoir se lancer, voire s'endetter. Oui, voire s'endetter, bien sûr. Et c'est très dur quand on démarre avec moins que X somme. Allez, si je vous mets ça, est-ce que vous connaissez Jean-Marc ? Vous connaissez forcément. Oui, c'est magnifique, c'est un standard. L'Orchestre National de Barbès qui sera à l'affiche d'un concert le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil dans le 93, aux 2 pièces cuisine, qui est un endroit d'ailleurs assez sympathique, assez intimiste, donc sympathique. Et dans le cadre du 20e anniversaire du festival Ville des Musiques du Monde, ils se produiront donc le 4 novembre prochain. Et j'ai des places à vous offrir. J'en ai 2 pour vous. Bien, tout simplement, nous appelons 01 40 33 9000. 01 40 33 9000, c'est gratuit, il suffit juste de tenter sa chance et de jouer avec nous au quiz du LGF, s'amuser, se détendre et en plus gagner vos 2 places, parce que j'en ai 2, à vous offrir pour le 4 novembre prochain à Blanc-Ménil pour l'Orchestre National de Barbès. Sans nul doute, ce sera une soirée très ambiancée, donc allez-y. Ça, c'est sûr. Appelez maintenant 01 40 33 9000. On revient dans un instant avec le quiz avec Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct pour la suite et fin. Et nous allons jouer maintenant au quiz du LGF sur France Maghreb 2. C'est parti. Et Jean-Marc va être très utile aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Nous accueillons Mohamed avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir monsieur Christophe, bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tout le monde. Vous nous appelez d'où Jean-Marc ? Jean-Marc, Mohamed. Mohamed. Je suis en direction de Créteil, j'ai arrêté pour dire bonsoir à tout le monde et je souhaite qu'aujourd'hui notre grand professeur qui va donner un coup de main avec nous, parce que sinon moi... T'inquiète Mohamed, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chauffeur livreur. Chauffeur livreur, d'accord. Très bien. Face à toi, je te présente Fatiha. Bonsoir Fatiha. Bonsoir Fatiha. On vous entend assez mal. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre téléphone, s'il vous plaît ? Mieux là ? Voilà, c'est mieux. Bonsoir Fatiha. Bonsoir. Vous nous appelez d'où ? De Nanterre. De Nanterre. Vous faites quoi dans la vie, Fatiha ? Pour l'instant, je suis mère au foyer. Ah c'est le plus beau métier du monde, il paraît. Ouais, très fatigant. Ah oui, vous en avez combien à charge ? 3. 3, ouais, d'accord, il y a de quoi s'occuper. Bon, voilà. Fatiha, Mohamed, Fatiha, vous allez jouer et répondre à mes questions. Je vous disais tout à l'heure que Jean-Marc Zébélus va être très utile, et en effet, puisqu'il il a la possibilité de vous aider. D'accord, je vais déclencher mon chrono, je vais vous poser des questions. Donc pour la première partie à Fatiha, donc Mohamed, tu te tais pour l'instant, et ensuite ça sera ton tour, d'accord ? Donc Fatiha, tu peux jouer avec Jean-Marc. Jean-Marc, t'as le droit d'aider, de répondre à la place de Fatiha, d'accord ? Ouais. On est d'accord, c'est parti Fatiha ? Oui. Ok, je te sens super enthousiaste, ça fait plaisir Fatiha. Bon, on y va, je déclenche le chrono, c'est parti. Le chrono il est là, voilà, le chrono. Première question Jean-Marc Fatiha. Avec le lait de quel animal fabrique-t-on du roquefort ? Chèvre. Fatiha, vous validez la réponse de Jean-Marc ? Oui, je valide. Quelle est la couleur du bonnet de la plupart des schtroumpfs ? Blanc. Quel organe peut battre la chamade ? Le cœur. Le cœur, oui. Quel fleuve arrose la ville de Lyon ?
Rhône. Et enfin, Oui, Bouches-du-Rhône. dans quel département se situe le viaduc de Millau? Ah, le viaduc de Millau, c'est... Millau? Non, le département. C'est où il y a le... Ah, 34, non? C'est pas. Non, Non, c'est où il y a le... Comment il Vite. s'appelle là? Le mec là... oui, bah, Beauvais, voilà. l'écologiste Beauvais. Voilà. Mais où? Le département? J'ai un trou. Le département? J'ai un trou. Encore 10 secondes? Même pas? J'ai un trou. Fatiha, faites un effort. Non, je sais pas. Bon. 34. Eh bien, c'était l'Aveyron. Ah oui. L'Aveyron, ouais. Eh oui. Bon, j'ai envie de dire, Jean-Marc, t'as répondu un peu trop vite à la question du lait concernant le Roquefort. C'est pas la chèvre, c'est la brebis. Ah, la brebis. Eh oui. Ah. Ouais. Pour le reste, c'est bon. Pour les schtroumpfs, c'est bon. Pour l'organe, c'est bon pour Fatiha. Pour le fleuve, c'est bon. Ça nous fait un total de 3 bonnes réponses sur 5. D'accord? Mohamed, là Oui, aussi, tu vas c'est pouvoir bon. solliciter Jean-Marc. Fatiha. Il gagne Fatiha, je sais. Non, attends, ne pars pas. Perdons, Mohamed, t'inquiète pas. Et le je fais peur déjà, comme Paris Saint-Germain. Mohamed, sois gentil. Mohamed, on y va. Et Jean-Marc, là aussi, peut aussi t'aider. Il n'y a pas de problème, d'accord? Allez, on y va, Mohamed. Jean-Marc, est-ce qu'il est là? Il est là, Jean-Marc. Oui, je t'inquiète pas, t'écoute. t'inquiète pas. On y va, c'est parti. Mohamed, hop, c'est parti. Ouais, c'est parti. Première question, Mohamed. Dans quel sport Teddy Riner s'illustre-t-il brillamment? Judo. Répétez la question. Non, c'est pas pour toi, Fatia. Toi, c'est fini. Judo. Quelle est la couleur du moulin du célèbre cabaret parisien? Rouge. Rouge. Fatia, c'est plus à toi de jouer. Stop. Ah, pardon. Arrête. Fatiha, laisse-moi. C'est bon, je note. Quel humoriste est l'auteur du sketch La Chauve-souris? Jean-Marc. C'est pas... comment il s'appelle ce mec? C'est pas Bedos. Très bien, je valide la réponse. Quel était le prénom du peintre impressionniste Manet? Le prénom de Monsieur Manet? Claude. Et enfin, Montmartre se situe dans le 18 ou dans le 19e arrondissement de Paris? 18. Bon. Mohamed, tu le sens comment? Je pense j'ai trouvé mieux pour lui. je pense. Alors. Si je gagne, tu vas faire yo-yo. Attends, t'inquiète. Dans quel sport Teddy Riner s'illustre-t-il brillamment? C'est évidemment le judo, on est d'accord. Quelle est la couleur du moulin du célèbre cabaret parisien? Vous m'avez répondu rouge. Oui. C'est une bonne réponse. L'humoriste, auteur du sketch La Chauve-souris, c'est pas Bedos, c'est Bigard. Bigard, oui. Quel était le prénom du peintre impressionniste Manet? C'était pas Claude. Non, c'était pas Claude, c'était Édouard. Édouard. Ah, c'est Manet, c'est pas Monet. Non, j'ai dit Manet. Ah. Oui. Et enfin, la question, Montmartre se situe dans le 19e arrondissement, ça nous fait un 3 partout. Donc ce que je vais faire pour Fatiha et pour Mohamed, je vais leur offrir une place chacun. Ça vous va, les gars? Oui. Ouais, mais est-ce que Fatiha pourra aller toute seule? Eh ben non, vous savez quoi? Je suis grand seigneur aujourd'hui. Je vais même faire mieux. Je vais vous offrir 2 places chacun. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà, Mohamed. J'ai jamais gagné de mauvais. Eh ben voilà, t'as gagné aujourd'hui, Mohamed. Donc ta place, tes 2 places. Merci. Et Fatiha, pareil, 2 places pour aller donc. Je suis content, là. Je vais prendre ma femme là, ma femme qui est à la maison comme en quelques minutes. Je vais le presser un peu là-bas avec tout. Bah bravo en tout cas à tous les deux. Mohamed Fatiha, vous me rappelez dans 2 minutes s'il vous plaît, d'accord? Vous me rappelez dans 5 minutes tous les deux, d'accord? Ok, monsieur Christophe, merci. Christophe, va le Paris. Merci Mohamed, merci beaucoup. Vous me rappelez, je te rappelle Mohamed et Fatiha, vous me rappelez à 18h, d'accord, pour prendre vos coordonnées. Ça marche? Ça marche. À tout à l'heure Fatiha. Bon, félicitations. On a fait des heureux là, pour le coup. Voilà. Ah oui, donc pour le coup, voilà, c'était un 3 partout. Écoute, France Maghreb, générosité, l'excellence. La générosité. Voilà, dans le Grand Forum, on est généreux. C'est parti pour Libertad, messieurs dames. 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Eh bien, c'est le moment de prendre votre téléphone 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. C'est le moment de Libertad, évidemment, où chacun peut intervenir, qu'il soit de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, ou que sais-je encore, partout ailleurs en France, à nous écouter. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écouter via l'application France Maghreb 2 que je vous invite par là même à télécharger, bien sûr, sur votre smartphone. Donc 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir Christophe, c'est Ali de Palaiseau. Bonsoir Ali de Palaiseau. Oui, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Ali. Voilà, j'aimerais rendre hommage à la veille du 5 octobre 88 en Algérie, où il y a eu un soulèvement
Disons, c'était notre printemps à nous. Tous les enfants de mon quartier de Bablouad, il a payé un long tribut. Et hier, je voulais intervenir pour dire que nous n'avons de leçon de recevoir de personne. Et surtout pas de la personne qui vient de téléphoner de Marseille. Qui a téléphoné de Marseille? Ah, Monji, c'était hier. Voilà. Oui. Cette personne fait partie, il est membre d'un mouvement financé par le Qatar. Et il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit, surtout pas qui ne sait même pas ce qui s'est passé 88. Et il dit qu'il a participé, j'en doute. Très bien, merci Ali, c'est dit. Voilà. Merci Ali, bonne soirée Ali. pour cet hommage. À bientôt. Oui, le 5 octobre, effectivement 88, répression terrible en Algérie. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, c'est Libertad pendant les quelques dernières minutes de France Maghreb 2, enfin de cette émission du Grand Forum, pour nous dire ce que vous voulez. Voilà, la petite particularité, Jean-Marc, tu confirmes. Je ne sais pas qui appelle, je ne sais pas qui ils sont et ce qu'ils vont nous dire. Voilà. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu total, le plus total, donc allez-y, lâchez-vous. Allô, bonsoir. Allô, salut. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Rachid d'Orléans. Salut Rachid, on t'écoute. Vas-y Rachid, on t'écoute. Mustafa, mon collègue. Ah bah écoute, on le salue, vous faites quoi dans la vie les gars? Mustafa, mon collègue. Ah bah écoute, on salue. Baisse-moi la radio là Rachid. On fait un peu tout, on vagabonde. Très bien, bah écoute, merci les gars et bon courage en tout cas, merci pour la dédicace. Merci, ciao, bon courage. Ciao ciao, du côté d'Orléans, vous nous écoutez sur le 102.6, c'est la fréquence pour nous écouter là-bas à Orléans. 01 40 33 9000 Libertad pour intervenir, pour nous dire ce que vous voulez, voilà, dédicace ou réagir à l'émission, engueuler Jean-Marc ou moi-même d'ailleurs, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, faites-vous plaisir. Allô, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Paris. Bonsoir Youssef, de quelle ville pardon, j'ai pas entendu. De Paris. De Paris, Youssef, qu'est-ce qui se passe? J'ai un gros coup de gueule contre la chaîne BFM TV. Qu'est-ce qu'elle a BFM TV? J'avais pas vu en ce moment là, c'est ce qu'ils ont en ce moment. Il y a pas une minute où ils parlent pas de terrorisme, Daesh et tout. Même le jour où il y avait les attentats aux États-Unis, ils ont fait lien avec Daesh alors qu'il n'y avait aucun lien. C'est fou ça. Ouais. Coup de gueule entendu, Youssef. Merci. Merci. Salut. C'est vrai, effectivement. Les médias français en général, d'ailleurs, ont tout fait pour créer un lien avec Daesh, sauf que le FBI a dit qu'il n'y avait pas de lien, en tout cas avéré, concernant cette terrible attaque, Jean-Marc. Mais surtout, ce qu'ils sont en train de se dire, ils sont en train de maintenant se poser des questions sur les revendications, justement. Oui, de on sait que Daesh est opportuniste. Hein. Ouais, ils sont en train de se poser sur toutes ces revendications. Est-ce qu'elles étaient vraiment réelles ou c'était simplement par pur opportunisme? Bonsoir, allô, qui est là? Oui, bonsoir. Salam alaikum, c'est Anthony. Salut Anthony, tu nous appelles d'où? J'appelle Damien. Sois le bienvenu Anthony, on t'écoute. Merci, ouais, je vais juste parler vite fait, je voulais juste dire, je suis en voiture, là, je viens de me garer. Je voulais juste dire qu'en fait, voilà, et moi, il faut arrêter un petit peu de prendre la tête aux gens pour des détails par rapport à la religion, etc. Des histoires de chaussettes, des histoires de barbe. Je dis juste un petit message aux musulmans, concentrez-vous sur ce qui est plus important, votre famille, faire du bien autour de vous. Et voilà, c'est ça aussi la religion, et c'est ça les fondements les plus importants. Tout à fait. Merci, je partage. Merci Anthony, bon courage, à bientôt du côté d'Amiens. Merci. Tout à fait, Salut. merci de ton appel. On n'a pas les meilleurs auditeurs, Jean-Marc, franchement. Ah oui, bon. Oui. On met le couvert demain avec Nadia Lazouni qui sera là entre 16h et 18h, et puis un petit nouveau aussi que je vous présenterai, Nadir Kaya qui sera avec nous. Vous connaissez peut-être d'ailleurs, mais il sera avec nous demain pour sa première dans le LGF. Bonne soirée à tous, merci Jean-Marc. Merci amis auditeurs, amis auditrices, à très bientôt. Et on est à l'heure, et ça, franchement, ça a le mérite d'être précisé. 18h sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité avec Marine Garel pour le flash de 18h. Excellente soirée, à demain. Bonsoir à tous. À Strasbourg, un débat aujourd'hui à propos de la crise catalane. La Commission européenne juge qu'il est grand temps de dialoguer alors que le président du gouvernement autonome de la région espagnole doit s'exprimer ce soir aux alentours de 21h. Il promet de proclamer l'indépendance de la Catalogne dans les prochains jours. La mobilisation se poursuit pour les buralistes. Ils manifestent devant l'Assemblée nationale. Après avoir déversé des carottes devant le ministère de la Santé à Paris, ils ont mené ce matin une opération escargot sur le périphérique contre la hausse du prix du tabac. Le paquet de cigarettes doit passer à 10 € dans les 3 ans. Le procès du frère de Mohamed Merah pour complicité d'assassinat se poursuit devant la cour d'assises de Paris. Une connaissance du terroriste témoigne. Elle a reçu Mohamed Merah chez elle le 20 mars, lendemain de la tuerie de l'école juive. Elle ignorait qu'il s'agissait du tueur.
Donald Trump est attendu à Las Vegas dans la soirée, 2 jours après la pire fusillade de l'histoire du pays, 58 morts et plus de 500 blessés. La compagne du tireur, elle est entendue par le FBI. Elle est revenue cette nuit des Philippines. Un compte y avait été approvisionné de $100,000 la semaine dernière. Une preuve de la présence de gaz sarin en Syrie. D'après l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'agent neurotoxique a été utilisé dans une localité du nord-ouest du pays fin mars, 5 jours seulement avant l'attaque meurtrière de Khan Cheikhoun qui avait fait plus de 80 morts. Le régime de Damas s'était défendu de toute utilisation de gaz sarin. Sport football et du changement pour Didier Deschamps et l'équipe de France. L'arrière-gauche Levin Kurzawa touché à un genou et forfait. Il est remplacé par Jordan Amavi. Le Marseillais est appelé pour la première fois en bleu. Arrivé d'Aston Villa cet été, l'ancien niçois s'est imposé à l'Olympique de Marseille en reléguant Patrice Evra sur le banc. Les Bleus disputent leurs 2 derniers matchs de qualification, samedi en Bulgarie et mardi face au Bélarus au Stade de France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.